Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect consacré à la question du panafricanisme. Avec moi aujourd'hui pour en parler, M. Lazare Kizerbo, qui est membre de la communauté africaine de culture. Il est également collaborateur de la maison d'édition Présence africaine, la revue Présence africaine. Bonjour. Bonjour. Avec moi également Willy Blah, qui est président du CRI panafricain. Le CRI panafricain, c'est le Conseil de la résistance ivoirienne et panafricaine. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Avec moi, enfin, M. Kwokam Kamcheng, qui est auteur et membre de l'organisation Kemwana. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je voudrais déjà que nous abordions, nous écoutions l'invité qui sera le fil rouge de cette émission, M. Jaloul Ayed. Il est tunisien et voici ce qu'il pense, ce qu'il donne comme définition du terme panafricanisme. Écoutez, c'est un point de vue qui revient à quand j'étais enfant. Quand j'étais déjà enfant et que j'écoutais les discours forts et éloquents avec beaucoup de délectation du président fondateur de la Tunisie, qui était mon président de l'époque, Habib Bourguiba, qui est l'un des pères fondateurs de l'Afrique, avec les grands de l'Afrique, tels que Houphouët-Boigny, Léopold Senghor et d'autres. Et c'est lui qui a vraiment inculqué en nous, peut-être plus que quiconque, cette africanité dans notre identité. Vous savez, le continent africain, c'est peut-être l'un des rares continents qui a une vraie identité. On parle de l'identité africaine. Cette identité, elle a été créée par nos pères fondateurs, dont faisait partie Bourguiba. Donc, c'est quelque chose, on est né avec. Donc, quand on parle de panafricanisme, on est né avec maintenant la nouvelle génération, notre génération, surtout celle qui va venir après nous, doivent la construire, cette panafricanité. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, avec des organisations aussi fortes que la Banque africaine de développement, on n'est pas très loin de la construire. Et on a fait des pas de géant. Et aujourd'hui, on ne parle pas, je dirais, on ne parle pas du rêve. C'est un rêve qui a été caressé par nos pères fondateurs. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, on parle de vision. Et on parle de plan d'action. On parle d'exécution. Et chaque jour qui passe, l'Afrique commence à prendre conscience de ce qu'elle est, beaucoup plus que par le passé. Ce que je vois personnellement avec beaucoup de plaisir, c'est que l'Afrique et les Africains, tous pays confondus, commencent à prendre conscience aussi des possibilités qui leur sont offertes et comptent de plus en plus sur eux-mêmes. Je précise pour ceux qui ne le savent pas que M. Jaloul Ayed est banquier tunisien et qu'il est candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. C'est pourquoi il évoquait la Banque africaine de développement tout à l'heure. Monsieur Kizerbo, quelle est votre réaction à ce propos liminaire, à notre débat? La maison Présence africaine a contribué à l'essor du panafricanisme à sa manière. Tout à fait. Vraiment, je me réjouis d'entendre ce témoignage d'un Africain venant de la partie nord du continent. Parce que nous, à Présence africaine, nous sommes quand même ceux qui avons publié « L'Afrique doit s'unir » de Kwame Nkrumah. Et pour Nkrumah, l'Afrique, elle est une du nord au sud. Et il ne faut pas toujours raisonner avec ces barrières que l'on nous impose et que l'on voulait nous imposer. Donc, il ne faut pas non plus oublier que Tunis a été une capitale panafricaine importante. Je pense que le premier congrès de la jeunesse africaine s'est tenu à Tunis au début des années 60. Et souvenez-vous, lorsque Nelson Mandela a été libéré, c'était une grande apothéose pour le mouvement africain de libération. Son premier discours, il l'a fait en 1994 à Tunis. Donc, pour moi, je pense que l'Afrique, que l'on se trouve, c'est un patrimoine commun. Et donc je pense que c'est vraiment une bonne approche d'avoir choisi cet angle qui n'est pas commun en général. Voilà, on a tendance, pour des raisons qu'on pourra évoquer, à isoler l'Afrique du Nord du reste du continent. Donc voilà. Willy Blah. Oui, en tout cas, je vous remercie déjà de nous donner l'occasion sur Vox Africa de nous exprimer. Quand on parle de panafricanisme, on ne peut déjà dans nos propos saluer la mémoire de ces grands panafricanistes qui nous permettent de continuer ce rêve de l'émancipation des peuples africains à disposer véritablement d'eux-mêmes et de promouvoir au-delà de cet aspect culturel l'émergence de notre continent africain en établissant des ponts de solidarité. Donc je les salue, je salue vraiment cette vision-là. On pense ici à Nkrumah, qui fut, contrairement à lui qui n'a pas été vraiment cité, Nkrumah,
qui Kwame disait, Nkrumah, oui. Kwame Nkrumah, qui disait que notre indépendance, l'indépendance de nos pays ne sert à rien si elle n'est pas rattachée à l'unité continentale. Et je pense que déjà, il était dans la vision, et c'est cette vision-là qu'il faut faire. Il y a certains chefs d'État africains qui, au lendemain des indépendances, ont préféré la coopération aux puissances tutélaires plus que cette vision qu'avait le président Nkrumah. Et donc nous le saluons. Nous saluons aussi de l'espace francophone. de l'espace francophone. Non, mais de Nkrumah, c'est l'espace anglophone. Le choix de collaborer. Ah oui, le choix de collaborer dans l'espace francophone. Et qui, je pense, quand on y regarde bien, a été un certain frein à l'essor même du panafricanisme, selon cette vision qu'avait le président Nkrumah. Donc c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on associe aussi dans cette faisabilité l'Europe et l'Afrique du Nord, et c'est une très belle approche. D'accord. Monsieur Kokam. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne d'Afrique du Nord qui parle de panafricanisme. C'est plutôt rare, surtout aujourd'hui. Il y en a eu dans le passé, il y en a toujours quelques-uns maintenant, mais c'est tout de même beaucoup plus rare que des personnes d'Afrique subsaharienne. Donc il faut quand même noter cet effort. Maintenant, je n'oublie pas que c'est un banquier et que la façon dont il s'exprime là, il parle de coopération panafricaine économique. Il n'a pas parlé de panafricanisme des peuples. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé d'alliance plus culturelle, plus sociale. On sent bien que ce dont il veut parler, c'est surtout d'un point de vue économique, pour ouvrir les frontières et plus faire du business qu'autre chose. Mais c'est pas mauvais en soi. On en a besoin de Je business. ne dis pas que c'est mauvais. Puisque aujourd'hui, l'Afrique signe des accords pour ouvrir son marché à tous ceux qui veulent y venir. Ce n'est pas mauvais, mais il y a d'autres choses aussi à faire en parallèle. Par exemple. Le panafricanisme, surtout social. Je suis d'accord avec Panafricanisme des peuples. Je suis d'accord avec Si les peuples, ce qu'on veut, parce que là on a parlé, M. Willy a parlé des pères fondateurs, comme Nkrumah, on peut en citer d'autres, comme Marcus Garvey, comme Nyerere, qui eux essayaient aussi d'allier les peuples, c'est-à-dire que les peuples se connaissent. Par exemple, on a eu Walter Rodney, qui était un Guyanais, qui est parti en Tanzanie. Il y a eu beaucoup d'Afro-Américains qui sont partis au Ghana. Frantz Fanon en Algérie, Voilà. par exemple. Donc il y a ce travail aussi culturel, ce travail de connaissance de l'autre, qui pour moi est prioritaire. Moi, je voudrais, si vous permettez, dire Oui, bien sûr. un petit mot sur cette dimension. Bon, c'est vrai que la BAD, c'est une institution continentale telle que la rêvait Nkrumah pour le continent. C'est une institution financière, bancaire, mais il ne faut pas toujours isoler la dimension économique et la dimension sociale. Dans l'histoire du continent africain, d'ailleurs la Tunisie c'était quand même le berceau de Carthage qui était une grande puissance mondiale économique. Le commerce transaérien, c'est à cette occasion que les peuples sahariens, les peuples berbères et les peuples soudanais se sont rencontrés. Donc c'est difficile même dans l'histoire d'isoler. Et aujourd'hui encore, quand on prend un exemple comme le Maroc est une puissance économique qui se déploie sur le continent africain, mais avec ces échanges commerciaux, vous avez aussi des travailleurs, des compagnies aériennes qui permettent aux différents citoyens africains de se rencontrer. Donc, je pense que le business, ce n'est pas possible sans rencontrer l'autre, sans rencontrer les autres citoyens. Et il y a un autre aspect de l'intervention de M. Ayed qui m'a intéressé, c'est qu'il dit, au début, il y a eu un rêve, aujourd'hui, on doit passer à la vision. On doit aller au-delà du rêve. Est-ce que vous avez l'impression que parler de panafricanisme aujourd'hui, c'est avoir l'air d'un doux rêveur? Là, le panafricanisme, c'est d'abord une vision sociale, Oui. culturelle, politique, avec sa forme achevée, selon la vision de la Constitution des États-Unis d'Afrique, donc le rapprochement des peuples. Et je pense que je vais m'attarder sur les propos de M. Kokam, M. Katchen. Je ne sais pas si je ne veux pas que j'écorche trop le nom. Non, il n'y a pas de problème. On est sorti un peu de ce contexte, parce que le thème panafricanisme a été galvaudé au lendemain des indépendances. Regardez l'Union africaine aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'une Union africaine, dans ses tests fondateurs par rapport à l'OUA,
qui avait prôné la solidarité entre les peuples, la lutte contre le colonialisme, ainsi de suite, le soit véritablement s'il est financé à 72% par des États non africains. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, je pense à l'Union européenne, et à la Tunisie, ainsi de suite. Il faut donc reprendre les choses sous cet angle-là du rapprochement des peuples, pour l'émancipation des peuples. Regardons aujourd'hui le budget de l'Union africaine. En soi, je ne pense pas que ce soit le principal frein. C'est-à-dire que il me semble que si on peut être financé, mais qu'on bâtit quand même oui, une mais ce n'est pas coopération, possible. Ce n'est pas possible. C'est le c'est président Laurent Gbagbo qui c'est pas disait. incompatible. Le président Laurent Gbagbo disait d'ailleurs Oui. à cet effet que celui qui te fait roi a un droit de regard sur ton trône. Comment voulez-vous, quand vous regardez l'histoire de nos indépendances, comment voulez-vous qu'aujourd'hui l'Occident, parce qu'il faut situer la lutte du panafricanisme dans certains contextes. Il y a eu d'abord la partie contre les ségrégations raciales. Est-ce que selon vous, le panafricanisme rime avec exclusion de tous les autres partenaires? Pas du tout. Ce que je veux le situer dans le temps. Oui. Quand c'est né d'abord dans les années 1900, c'était à la période de la traite transatlantique. Oui. Donc on s'est retrouvé dans une lutte contre la ségrégation raciale. Oui. Au lendemain des indépendances, nous nous sommes retrouvés contre la lutte anticolonialiste. Oui. Et aujourd'hui, on lutte contre l'impérialisme, c'est-à-dire que contre cette fausse indépendance qui a été octroyée à nos États, mais où derrière, il y a une paupérisation de nos peuples. Voilà le contexte que prend aujourd'hui ce panafricanisme. On ne peut pas, comme disait un leader de l'Istical, sous prétexte de lutter contre le colonialisme, rejeter tous les acquis coloniaux. Ce n'est pas ça. On ne peut pas aujourd'hui être indépendant tout seul dans ce monde mondialisé, globalisé. Mais il faut prendre en compte l'aspect premier, qui est d'abord l'émancipation des peuples, d'abord avant le business. Sinon, l'Afrique ne s'en sortira jamais et le panafricanisme restera à jamais une lettre morte. D'accord. Oui, M. Kidero, avant de redonner. Oui. Oui, bon, je pense qu'il faut savoir ce que l'on met derrière le terme business. Regardez sur ces rives de la Méditerranée, toutes ces dizaines de milliers d'Africains, de jeunes Africains qui chavirent dans les pirogues. Mais qu'est-ce qui les pousse à partir? C'est aussi la question, effectivement, du travail, de l'emploi. Donc, je pense que le panafricanisme a traversé différentes époques, différents âges. Et qu'aujourd'hui, le grand défi pour l'Afrique, c'est de constituer un marché intégré et aussi de passer à des étapes nouvelles de sa vie économique, notamment l'industrialisation, pour donner du travail aux jeunes. Oui. Donc, il ne faut pas rester simplement sur des vœux. Bon, je sais que l'Union africaine a parlé d'une vision pour 35 ou 65. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine, ce dont elle a besoin, c'est de grands chantiers qui vont lui donner du travail et lui permettre de vivre sur le continent africain dignement. D'accord. Monsieur Kamtien, est-ce que vous pensez que panafricanisme est forcément en opposition avec business? Parce que c'est ce que j'ai cru entendre dans votre propos tout à l'heure. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Enfin, ce n'est pas ce que j'ai exprimé. Le panafricanisme, c'est une vision d'ensemble. C'est chercher à rendre cohérent le monde africain, panafricain, c'est-à-dire qu'on peut parler des gens du continent comme ceux de la diaspora, comme ceux des Caraïbes, comme les Afro-Américains, comme les Afro-Brésiliens, donc ça peut aller très très loin. C'est chercher à rendre cohérent ce monde-là autour de valeurs communes, essayer évidemment de le faire avancer socialement, économiquement, politiquement, et travailler à le défendre du mieux possible. Mais quand on se rend compte, par exemple, que l'Union africaine fonctionne beaucoup sur le modèle de l'Union européenne et que l'Union européenne n'a pas eu besoin de parler de pan-européanisme, oui, par exemple, pour bâtir des chantiers comme ceux que vous évoquez, est-ce que cela ne signifie pas qu'on n'a pas tant besoin que ça de le formuler en termes de panafricanisme? Non, c'est faux. Alors, on n'est pas censé copier l'Union européenne. L'Union européenne fait ses choses. C'est leur problème. Moi, j'estime que leur fonctionnement n'est pas bon, mais c'est leur problème. Nous, on a subi des choses sur plusieurs siècles, on a pris beaucoup de coups, on a subi beaucoup d'attaques qui font qu'aujourd'hui, nous sommes détruits. On se reconstruit évidemment progressivement, mais nous sommes détruits.
Et il n'y a que le panafricanisme qui peut nous permettre justement de nous retrouver. Et qu'est-ce que vous mettez dans le concept de panafricanisme? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est avant tout une politique commune, une économie commune, une politique sociale commune, essayer évidemment de se reconstruire historiquement, de se reconstruire culturellement, parce que sans culture et sans histoire, on n'ira nulle part. Sachant, Lazare Kizerbo, que l'Union africaine, comme l'OUA, a dans ses textes fondamentaux l'intangibilité des frontières. Donc comment on arrive aux États-Unis d'Afrique si on est bloqué sur l'idée que les frontières sont intangibles? Oui, vous savez, moi je pense que les peuples africains marchent vraiment dans la longue durée. Les États-Unis d'Afrique, ça ne veut pas dire qu'on va effacer les frontières. C'est ça souvent qui crée une confusion même au niveau des citoyens africains. Non, les États, vous prenez toute fédération comme les États-Unis ou autres, les États existent, mais ils abandonnent leur souveraineté à une union politique plus large. Et quand vous regardez aujourd'hui comment les familles africaines, les citoyens africains circulent entre nos États, comment les langues traversent les États, vous comprenez qu'on ne peut qu'aller dans ce sens. L'Europe est différente parce que l'Europe a été le berceau de l'État-nation. Ici, les gens se sont battus pour tracer les frontières. Bon, nous vivons en France, nous savons ce que ça veut dire avec le grand voisin allemand, la défense de la frontière. Mais en Afrique, vous avez des peuples qui parlent les mêmes langues à travers les frontières. Donc, il suffit vraiment d'organiser de façon démocratique une consultation des citoyens africains et de prendre certaines précautions au niveau financier, monétaire, etc., pour qu'à une certaine échéance, on rentre dans une union politique où on se partage le travail. La fédération peut faire certaines choses et l'État peut faire certaines choses. Donc voilà, c'est une division du travail entre un niveau plus élevé et un niveau inférieur. D'accord. Juste un mot, Willy Blair, avant qu'on passe au deuxième élément de Je de pense notre que discussion. pour mieux comprendre les enjeux du panafricanisme, il faut aller vers cette triptyque, il faut exhumer le passé, comprendre le présent et préparer l'avenir. Aujourd'hui, le vœu de pauvreté n'existe pas en Afrique. Je ne crois pas que les peuples africains aient décidé volontairement comme ça d'être dans le sous-développement et dans la pauvreté. C'est un système, je crois, qui est mis en place, d'ailleurs, qui est dénoncé par les pères fondateurs panafricanistes, qui ont refusé cette indépendance nominale qui pourrait être un piège, qui était un frein à l'intégration des peuples, qui partaient de la démocratie. Aujourd'hui, nos peuples ne sont pas démocratiques. Et je pense que la base d'un vrai élan panafricain, c'est d'abord le respect de nos constitutions, le respect des démocraties qui sont, il parlait tout à l'heure, M. Zerbo, de consultation populaire, par exemple. Mais s'il n'y a pas de démocratie, comment on fait? Et aujourd'hui, il y a une déconstruction de cet esprit démocratique. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre pays est déconstruit, et alors qu'il y avait, avec le président Gbagbo, un véritable élan panafricain. Je me souviens, lors de sa visite en Guinée équatoriale, lorsqu'il avait évoqué avec le président Obiang la création d'une banque d'investissement africaine. Là, on entre dans le domaine pragmatique et c'est justement l'une des choses dont nous parlera M. Jaloul Ayed tout de suite sur les questions notamment économiques et de coopération entre les différents pays, les différents citoyens. Je vous laisse écouter M. Jaloul Ayed. Mais moi, ce que je vois avec beaucoup d'intérêt, c'est la montée des relations économiques, commerciales et d'investissement en Afrique. C'est-à-dire que les opportunités qui recèlent en Afrique aujourd'hui et qui intéressent les Africains. Pour vous citer un exemple, les investissements interafricains depuis les 10 dernières années ont augmenté de 30% par an. On voit des investissements d'Africains, de pays africains, de privés, surtout africains, en Afrique. C'est que les Africains, quelque part, commencent à prendre conscience des opportunités dont recèle leur continent. Et je pense que c'est un phénomène qui va continuer dans le futur, surtout que aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans la présentation tout à l'heure, il y a un stock de capital qui existe, qui devient de plus en plus imposant, très 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 important. Et plus les pays africains commencent à utiliser à bon escient les revenus de leurs ressources, des ventes de leurs ressources naturelles, plus ils suivent une politique de valorisation de leur économie, plus ils développent leur plateforme industrielle, plus ils vont créer des valeurs, plus ces valeurs vont se retrouver dans les différents systèmes financiers, plus les opportunités d'investissement inter-africains vont augmenter. Vous savez, aujourd'hui, le continent
est perçu comme étant celui qui offre le maximum d'opportunités pour les investisseurs africains et non africains. Le bon signe, moi je pense que il est très révélateur, c'est quand les Africains eux-mêmes commencent à prendre conscience de cela. Et quand on voit aujourd'hui de très grands groupes africains, qu'ils soient financiers ou autres, investir un peu partout dans le continent, franchement je pense que c'est de bon augure et je pense que ce n'est que le début. Et je pense que le futur va certainement, on va voir se traduire cela aussi dans les échanges commerciaux qui restent très limités aujourd'hui, c'est à peu près 10% par rapport à d'autres continents où le niveau est beaucoup plus élevé, 30% en Asie, 70% en Europe. Et c'est-à-dire moi je vois ça comme étant une opportunité pour une Afrique beaucoup plus unie, pour une Afrique qui va regarder des opportunités en Afrique, pour des Africains qui travaillent avec des Africains pour créer des valeurs pour leur continent. Voilà, vous avez écouté M. Jaloul Ayed, qui croit en la capacité de l'Afrique non seulement d'intéresser les investisseurs étrangers, mais également de commercer avec elle-même, d'échanger économiquement encore plus qu'elle ne le faisait jusqu'à présent. On rappelle que le taux d'échange entre les pays africains est à peu près de l'ordre de 10% dans le commerce intérieur. 10%, à peu près 10%. Oui. À peu près 10%. Mais ce qu'il faut, je t'en mets là-dessus, ce qu'il faut dire, c'est que le frein au panafricanisme, au développement du panafricanisme, est dû à cette prédation de l'impérialisme. Ça, il ne faut pas non plus le négliger. Et tout à l'heure, le camarade en parlait à propos, et c'était à propos. Il y a aujourd'hui la différence à faire entre le business, qui est une bonne chose. On vit dans un monde mondialisé, et le profit tiré de ce business qui ne va pas directement aux populations. Donc c'est là que le bas blesse. Or, et qu'est-ce que le panafricanisme peut apporter en termes de solution à ce problème que vous posez, celui de la prédation et de l'impérialisme? Je vous prends l'exemple de dernière résolution de l'Union africaine, oui, où le président, la proposition Mugabe, dit par exemple qu'il faille prélever 10 € par vol en destination ou au départ de l'Afrique sur les billets d'avion, et je crois 2 € sur les taxes d'hôtel et 0,005 $ sur les SMS sur le continent, qui devait rapporter une bagatelle de 1,6 milliard de dollars, par exemple. Je pense que, vu sous cet angle, par exemple, l'Union africaine, de façon pratique, peut déjà s'autofinancer. Quand on prend ce même exemple sur les États qui sont d'accord pour intégrer cette volonté de travailler d'abord pour leur peuple, on pourrait bien s'en sortir parce que l'Europe aujourd'hui est riche des taxes qu'elle prélève sur les revenus de ces populations, sur les richesses qu'elle crée, mais également sur l'impôt colonial. Et la peur aujourd'hui de cet impérialisme, c'est justement que les mécanismes aboutissant à ce panafricanisme viable et réel portent un préjudice aux intérêts des multinationales. Ça, il ne faut pas le négliger non plus. Monsieur Kizerbo, tout le monde dit aujourd'hui que l'Afrique est redevenue intéressante, qu'elle est redevenue importante. En 2050, on aura 2 milliards d'habitants, ce sera un grand marché, ce seront de grands besoins d'investissement également. Mais pour les Africains, ça ne se matérialise pas toujours dans le panier de la ménagère, je veux dire. Oui, je suis d'accord avec mon collègue. Il faut se méfier de tous ces amis qui veulent du bien à l'Afrique aujourd'hui. Le discours, l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui marche, c'est bien sûr la même histoire, c'est-à-dire venir prélever les richesses de l'Afrique. Mais ça peut être un catalyseur, non, pour bâtir ça peut être un catalyseur, oui, à condition que l'Afrique, c'est comme la Chine aujourd'hui qui apparaît comme un partenaire intéressant pour l'Afrique, à condition que les Africains, de façon collective, et c'est ça le panafricanisme, fixent leurs objectifs. Si vous n'avez pas fixé au départ vos objectifs, ce que vous attendez, parce que les affaires, c'est un monde de concurrence, c'est un monde de prédation. Donc il ne faut pas se dire que parce que la Chine
est un leader du grand tiers-monde, elle va venir pour développer l'Afrique à la place des Africains. Donc, ce que vous entendez par là, c'est que les Africains ne devraient plus négocier isolément, mais aller dans une démarche collective qui leur permette de tirer le meilleur de leurs partenaires. Mais c'est ça la vocation du panafricanisme. Regardez par exemple la discussion des accords entre les communautés économiques africaines et l'Union européenne. Comment ça peut marcher? Ça peut marcher si la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, adopte une position commune et qu'on ne bouge plus à ce niveau-là. Mais si on adopte une position commune et qu'ensuite on travaille les États un à un et ils commencent à lâcher, ben, ça, ce n'est pas le panafricanisme. Je pense à ce sujet que, par exemple, la communauté est-africaine, qui vraiment bouge en termes de culturel, en termes politiques, a bien résisté parce que elle n'a pas voulu signer, les États n'ont pas voulu signer de façon isolée. Donc, pour que les peuples africains bénéficient de l'intégration économique sur le continent, il faut que les structures communautaires, régionales, reflètent les intérêts des populations. Et ce n'est pas le cas, il faut le dire. Vraiment, souvent on néglige. Aucun pays ne s'est développé sans protéger son marché intérieur, ses produits. Et nos communautés économiques régionales, très souvent, elles ne jouent pas ce rôle de protection. D'accord. Monsieur Kamcheng. Comme ça a été dit, je crois qu'il faut vraiment se méfier de tout ce discours optimiste autour de l'Afrique actuelle. Évidemment qu'il y a des choses, évidemment qu'il y a des opportunités. Évidemment que malgré les difficultés, il y a beaucoup de gens sur place qui se battent, qui font tout pour que justement le continent puisse monter. Mais on a beaucoup de compliments qui viennent d'un loup. Voilà, on a un loup qui nous complimente, nous les moutons. Moi, si je vois un loup, si je suis un mouton... C'est la fable du corbeau du renard? Ah, c'est n'importe quelle fable où c'est le plus fort qui veut escroquer le plus faible. Si un loup m'a déjà mordu une fois, si je le revois arriver avec le sourire, je suis censé partir, ou me méfier, ou me protéger. Je ne suis pas censé dire... Mais souvent, le loup, il est déjà dans la maison. Regardons les rapports entre Africains déjà. Ce n'est pas si joli que ça, alors, toujours. C'est à nous de changer. Qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud récemment avec les crimes xénophobes qui ont été commis, qu'il s'agisse du passé en Côte d'Ivoire où on a entendu parler d'ivoirité. Et c'était des concepts exclusifs vis-à-vis des Africains eux-mêmes. Eh bien, c'est bien. Je vais pouvoir faire justement une passerelle avec un autre thème qui m'est cher, qui est l'excellence noire. Quand je parle d'excellence noire, je parle d'un comportement d'individu. Que revêt ce concept d'excellence? Le problème que l'on a actuellement là, dans plusieurs de nos pays, oui, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a été détruit, on ne sait plus qui nous sommes en termes d'identité. Et non seulement on ne sait plus qui nous sommes, mais en plus on n'a pas eu cette construction panafricaine individuelle. C'est-à-dire que, en principe, aujourd'hui, chacun d'entre nous devrait savoir ce qu'est le panafricanisme. Chacun d'entre nous devrait être plein d'amour pour son continent et pour tous les Africains. Mais tout ça, c'est une éducation. Et elle manque. C'est pour ça qu'on a des situations comme la Côte d'Ivoire, ou ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ou ce qui peut se passer dans n'importe quel conflit, en fait, sur le continent. Qu'il soit manipulé de l'extérieur ou non, en principe, on n'est pas censé tuer un autre Africain. C'est impossible. Alors, je pense que sur ce problème, sur ce point, nous les Africains aujourd'hui, il faut que nous soyons décomplexés. Regardez, nous sommes complexés souvent par même les chiffres, les arguments d'autorité. Aujourd'hui où l'Europe et les États-Unis sont en pleine récession, l'Afrique n'est pas le mouton. L'Afrique est une puissance qui ne souffrirait bien de l'image de mouton. Non, c'est-à-dire que, regardez par exemple la Côte d'Ivoire. Oui. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Des gens viendront avec des discours généreux pour vous dire que la Côte d'Ivoire a une croissance de 9,8%, de 10%. À deux chiffres, oui. Mais ce n'est pas vrai. Là où la France n'arrive pas à faire une croissance... On vous dit même que les indices de sécurité de la Côte d'Ivoire sont équivalents à ceux du Canada ou bien, je ne sais pas moi, de la Suisse. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est loin d'être vrai. Non mais globalement, l'Afrique est quand même
Oui, C'est l'Afrique... pas seulement la Côte d'Ivoire, oui, on parle non, de mais- l'Éthiopie, par exemple. Non, Absolument. je vous prends le cas de la Côte d'Ivoire et les discours qui sont véhiculés quant à ce mensonge-là. Je le dis comme ça pour décomplexer l'Africain. Et vous voyez, on ne peut pas être panafricain. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, laissez-vous transférer dans une prison pour hommes non soumis un Africain. Là, c'est un On autre ne peut- débat. Là, c'est un autre Oui, non, débat. mais Ce je que veux dire, dis, parce c'est que ça le panafricanisme là, aussi. c'est par exemple l'appropriation institutionnelle de l'Afrique. Arriver à avoir des institutions Oui, africaines oui, mais Kamayo, vous allez suffisamment voir que solides ce n'est et pas... crédibles. Vous allez voir que ce n'est pas un autre débat parce que quand je prends l'autre cas de Muammar Kadhafi, Oui. qui est lui-même un acteur aussi à un moment donné, malgré les erreurs du passé, un acteur du panafricanisme, Oui. et qui termine de la façon dont il a terminé, alors que Là, c'est ses pères l'histoire africains sont là. c'est l'histoire du loup et du Alors- mouton où le plus fort a raison. Parce que l'Union africaine avait proposé une solution politique qui ne devait pas passer par la... Disons que peut-être le plus fort a gagné, mais je ne dirais pas qu'il Il a a raison. raison. Il n'a Voilà. pas forcément raison, mais Il a gagné. Il a gagné. Et c'est un peu cela, ce panafricanisme que nous voulons, dont nous voulons. Le panafricanisme des peuples, qui donne droit de citer au peuple, pour l'intérêt du peuple, et qui établit un pont de solidarité entre les États. On en a parlé tout à l'heure, quand il disait que, par exemple, on a des populations qui parlent la même langue de part et d'autre de la frontière. Je prends toujours le cas de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez vers Ouangolodougou, à la frontière du Burkina Faso, nous trouvons les Dougous. Et un peu en Côte d'Ivoire, on trouve les Dougous, fait que c'est Dougou, et ainsi de suite, Ouangolodougou. De l'autre côté, vous avez Ouagadougou, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec le colon? On vous met des barrières artificielles, alors qu'il y a... Et ces barrières ont été maintenues après les indépendances. Mais Et ont ces été- barrières ont parce été que- tellement bien maintenues ont été maintenus que contre la l'ivoirité, vie. et Voilà. aujourd'hui, l'ivoirité a représenté quand même un drame. Oui, mais pour, c'est parce que les pour la- c'est parce que les bons dirigeants ont été éliminés et les mauvais dirigeants C'est ont été c'est mis là, en c'est là place. que je voulais en venir. Je voulais terminer par le relais Oui. de ceux qui ont été un frein au panafricanisme de Amilcar Cabral, de Julius Nyerere, de Nkrumah, de Thomas Sankara et tout ça. On met à la place on met aujourd'hui à la place des relais Qui de met cet à la place impérialisme. Qui met à la Mais place. qui met à la place le prédateur, ceux qui sont dans la prédation, les Il a un nom. impérialistes. Écoutez, ce sont les gros intérêts, on va dire ça comme ça, les D'accord. gros intérêts On va- C'est comme, financiers. c'est comme la Enfin, finance, c'est comme la finance. La pour, finance. non. Quand non, vous voyez... Je parodiais le Euh, président. c'est français. comme la finance. Oui. C'est comme la finance. C'est comme, je dirais, le cas de la Côte d'Ivoire. On vous parle d'un candidat de la finance internationale et un candidat de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kizervo. Oui, je voulais revenir sur la question de la xénophobie en Afrique. Oui. C'est vrai que ce qui se passe en Afrique du Sud est terrible, mais il faut comprendre que les dizaines d'années d'apartheid ont créé une sorte de sentiment d'isolation au sein de l'Afrique du Sud. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'était des Bantoustans. Les gens venaient des pays voisins, du Zimbabwe, etc. Ils étaient parqués comme des animaux. Et vraiment, tout était prioritaire après le retour de Mandela et l'indépendance réelle de l'Afrique du Sud. Il y a l'éducation, il y a l'économie, etc. Il y a la justice sociale. Donc, ce n'est pas du tout pour excuser les frères sud-africains. Mais il faut savoir que l'état d'isolement, la balkanisation même mentale qui a frappé l'Afrique du Sud était terrible. Et ce qu'on peut faire comme reproche peut-être aux autorités, nouvelles autorités africaines de l'Afrique du Sud, c'est que ce travail de redistribution, d'éducation, comme disait le frère, n'a pas été fait jusqu'au bout. Il fallait vraiment un vrai travail d'éducation panafricaine, panafricaniste, qui a été fait pendant la lutte de libération, mais une fois après l'indépendance, eh bien, on a tendu à penser que bon, ça y est, on a abouti, et on a laissé tomber cet héritage que Thabo Mbeki avait bien porté avec la Renaissance africaine. Absolument. Si bien qu'aujourd'hui, les jeunes Sud-Africains qui ont 15, 20 ans, qui ne voient pas venir encore les fruits de cette indépendance sud-africaine, ben, ils s'en prennent comme toujours. On se dit que c'est l'autre qui est venu me prendre mon Mais pain. est-ce que ce n'est pas justement un des péchés permanents de l'Union africaine de ne jamais s'intéresser à ce genre de situation? Oui. Quand je prends la question du tribalisme dans les pays, quand je prends la question de la xénophobie, en Afrique du Sud, c'est quand même la 3e fois qu'on a des épisodes de xénophobie aussi violents. Mais il n'y a jamais eu de réunion de l'Union africaine là-dessus, il n'y a jamais eu de résolution, il n'y a jamais eu de prise de position des autorités panafricaines. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je pense que
comme on l'a dit, l'Union africaine est coupée des peuples. Si vous regardez l'histoire de l'OUA, dans les années 50, ce sont les peuples qui ont fait la libération, la lutte anticoloniale. Mais une fois que les États sont arrivés, les États se sont complètement coupés des peuples de leur jeunesse. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, bon, on l'a vu, ça c'était un beau symbole lors du cinquantenaire de l'Union africaine, quand les jeunes sont arrivés à Addis Abeba, à l'Union africaine, mais ils ont tenu un discours de vérité aux chefs d'État. Ils leur ont dit, mais vous parlez de 2063, vous ne serez pas là, c'est nous qui serons là. Et donc, il faut que cette société civile, ces mouvements de jeunesse africains, aient plus d'audience au niveau de l'Union africaine. Parce que les chefs d'État, quand ils viennent, ils se retrouvent entre eux, c'est une élite, une oligarchie, et ils n'écoutent pas du tout la voix des peuples. Exactement. Monsieur Kamtien, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Je vais essayer de compléter. Le panafricanisme, en principe, c'est un processus révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une rupture radicale avec ce qui se passait avant. Or, avec ce qu'on a aujourd'hui, avec nos gouvernements actuels, il n'y a pas eu de rupture radicale. Il y a eu juste passage de relais. Donc, tous ceux aujourd'hui... C'est-à-dire qu'on est passé d'une colonisation effective à une indépendance factice. Confisquée, si je comprends bien. Voilà. Une indépendance confisquée. Une indépendance confisquée, exactement. D'accord. Donc tout ce que ces personnes peuvent dire aujourd'hui à propos du panafricanisme est caduque. Parce qu'elles n'ont pas la légitimité pour parler au nom du panafricanisme. Elles ne peuvent pas, elles n'en ont pas les moyens. Pourtant, elles sont élues, ces personnes. Bon, on sait tous Mal comment ça élues fonctionne. souvent. Moi, je veux les chiffres. Qu'on me donne les chiffres des élections africaines. On a un problème, par exemple, moi qui suis camerounais, je vais parler du cas du Cameroun. Paul Biya est là depuis, ça fait une 33 trentaine d'années, voilà, 33 ans. Et malheureusement, le Cameroun n'évolue pas tant que ça. Il y a des choses qui changent, mais ça ne vient pas du pouvoir, en fait. Ce sont des initiatives de personnes qui ont beaucoup de volonté et beaucoup de culture, un certain bagage, et qui essayent, à leur échelle, de faire des choses. Donc le Cameroun avance, mais ça ne vient pas du gouvernement. Donc le souci qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a des dirigeants en fait qui ne devraient pas être dirigeants. D'accord. Et on a un principe de subsidiarité aujourd'hui que l'Union africaine a concédé aux organisations régionales, sous-régionales comme on dit souvent, mais qui n'a pas l'air de fonctionner non plus. Pas du tout. Ben, écoutez, ça ne fonctionnera jamais. Tant que les... Vous êtes plutôt pessimiste, hein? Oh, non, je dis qu'il faut que ça fonctionne, si je puis m'exprimer peut-être autrement. D'accord, ça me rassure. Il faut que ça change. Oui. Il faut que la situation actuelle change. Regardez, le cas, je vous prends des cas très pratiques. Oui. Lorsque le président Laurent Gbagbo est accédé au pouvoir, il a voulu faire construire des bus depuis la Côte d'Ivoire. On a eu les premières livraisons au Gabon. Lorsque les attaques sarkoziennes ont commencé, c'est Sotra Industrie qui a été la première bombardée, comme s'il y avait des munitions, des armes à Sotra Industrie. Parce que si on commence à vendre des bus partout en Afrique, mais qui va acheter Renault? Qui va acheter Peugeot? Qui va acheter... Alors, il faut que ça change. Quand vous parlez de l'Union africaine, des organisations sous-régionales, oui. mais c'est le même problème. Parce que ça devait être le premier maillon de la construction africaine en direction bien sûr, des États-Unis d'Afrique. Les États africains, nos les États, premières pierres, oui. quand on a eu cette indépendance nominale, et M. Kizerbo en parlait, nos États ont été subventionnés, ont été perfusés à l'aide des aides au développement. Alors, celui qui te donne, la main qui donne est la main qui ordonne. Qui fait que les mêmes États qui sont sous perfusion des agences de développement international suivent les cahiers de charges de ces États, de ces organisations internationales, qui n'ont pas intérêt. C'est un devoir de contrôle. Hein. C'est plus de contrôle parce que je ne crois pas. Si je vous donne de l'argent, vous êtes comptable de l'argent que je vous donne, donc vous devez me rendre des comptes. Oui, mais c'est normal que je mette mon nez dans vos affaires. On va au-delà. Oui. Il ne faut pas que l'argent de nos États serve aujourd'hui, dans le cas de l'Union africaine, à faire des politiques de maintien de la paix. Il faut que l'argent serve. On a besoin de paix également, M. Mais on a besoin surtout de développement. Oui, hein, oui. Déjà. Avec la paix, on peut avoir une bonne base pour le développement. Tout à fait, on a besoin de paix. Mais avant d'y arriver, moi, je voudrais dire que la situation des communautés économiques, il faudrait nuancer. Je pense que la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, on a fait du chemin. Oui. Même si on n'est pas arrivé à bon port, on cherche encore une monnaie commune. Par contre, la communauté des États d'Afrique centrale,
c'est une vraie catastrophe, il faut le dire. Pas aussi grave que l'Union du Maghreb Et arabe. l'Union du Maghreb, alors là, c'est vraiment le dernier stade de la non-coopération. Donc, je pense qu'il faut... Par contre, l'Afrique de l'Est, comme je l'ai dit Oui, tout à l'heure, oui. elle avance. Oui. Donc, il faut nuancer. Maintenant, en ce qui concerne la paix, ça, c'est un autre défi qui demanderait un autre débat. La question de la sécurité collective, une force africaine composée vraiment par les Africains, financée par les Africains. Moi, je pense que l'argent, il existe en Afrique. Je lisais récemment qu'il y a une grande dame d'Angola qui était en train d'acheter une des plus importantes... C'est la fille du président de la République, pour ne pas la nommer. multinationale Voilà, oui. au Portugal, Oui. mais elle pourrait aussi investir en Afrique. En tout cas, il y a de l'argent si on taxait tous les Le diamants, patriotisme le économique, pétrole. le, Oui. le panafricanisme économique, si on Tout peut, à fait, si on mais peut dire. Oui. on en revient. Oui. Écoutez, Garvey en parlait déjà, Marcus Garvey, son idée c'était Black business for black people. Donc vraiment qu'on contrôle aussi notre économie. Donc aujourd'hui, on a des monopoles sur les principaux métaux précieux, le coltan, le diamant, le pétrole. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à négocier collectivement pour dire à tous ces investisseurs, écoutez, voilà la règle économique, la réglementation économique en Afrique, c'est ça. Si vous investissez, il nous faut le transfert de technologie, il nous faut être à 50%, 50-50, etc., comme le fait la Chine. Donc il faut qu'on aille vers ça, et c'est aux techniciens, aux économistes, lorsqu'on signe des accords, d'être là pour faire pression aussi sur nos chefs d'État. Parce que nos chefs d'État, soit ils sont mal conseillés, soit ils ont peur qu'on les fasse sauter, et donc il faut qu'ils soient proches de leur peuple aussi pour être défendus. Donc il faut qu'ils le comprennent. D'accord. Sinon, quand ils vont en tête à tête pour négocier avec les investisseurs, ils tremblent, ils se disent, si je n'accepte pas, ils vont me faire sauter. D'accord. Et c'est l'occasion justement pour moi d'aller vers une phase de proposition, la dernière partie où nous esquisserons quelques propositions vers ce qui devrait être fait pour renforcer le panafricanisme. Et je vous laisse écouter M. Jaloul Ayed qui nous parle justement des infrastructures qui sont une des pistes possibles d'investigation ou alors d'investissement pour le panafricanisme. Le portefeuille de crédit de la banque est surtout concentré sur les financements des infrastructures physiques, les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports. Et ça, c'est un élément d'intégration. Et quand on dit intégration, facilitation d'échange, ça, c'est une première contribution qui va continuer à être très, très importante. Maintenant, il y a l'infrastructure qu'on appelle l'infrastructure molle. C'est-à-dire la banque intervient aujourd'hui pour faciliter les échanges, pour alléger les procédures douanières, pour aligner les grilles tarifaires, pour donc faciliter les échanges entre les pays. Elle fait un effort particulier, surtout par rapport aux pays enclavés, en leur permettant de se désenclaver, surtout par une infrastructure, donc l'investissement en infrastructure pour qu'ils puissent ces pays-là avoir accès au littoral, donc à des marchés extérieurs et des marchés africains aussi. Elle le fera peut-être beaucoup plus dans le futur en facilitant l'intermédiation financière entre les opérateurs financiers, donc les banques, les investisseurs financiers, etc. Donc faciliter des échanges en multipliant et en développant le réseau financier qui relierait les différents centres financiers africains. Et c'est ça ce qui va permettre donc des investissements financiers entre pays africains qui vont accompagner donc l'infrastructure physique. Ça aussi, c'est très important. Voilà, et c'est le moment d'esquisser des solutions. On a entendu celle qu'a évoquée M. Jaloul Ayed. Déjà, M. Kamcheng. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, hein. C'est très intéressant. Mais il faut vraiment se méfier de ce côté toujours économique. Pour moi, il faut toujours le mettre en parallèle avec le social et culturel. D'accord. M. Kizerbo. Oui, nous pensons qu'il faut un vrai congrès panafricain. Le 8e congrès panafricain est annoncé et la diaspora africaine en France aura l'occasion de se prononcer en novembre, à la fin de l'année. Nous pensons qu'il faut prendre le temps, avec les techniciens, les experts, d'explorer toutes les voies
la question de la monnaie, la question des autoroutes panafricaines. Bien sûr. Et donc, voilà la proposition. Des liaisons aériennes Les également. liaisons aériennes, beaucoup de choses. Et ce congrès est un rendez-vous voilà, au cours duquel on pourra élaborer ces propositions de façon objective et précise. Monsieur Willy Blah. Moi, je vais paraphraser le Premier ministre Edem Kodio qui disait que le panafricanisme a cette chose de mystique et en même temps d'action. Ça ne doit pas être très loin de nous, ni dans le passé, ni dans le futur. Ça doit être présent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des grandes solutions du panafricanisme, c'est d'abord le respect des constitutions de nos États, la démocratie. Et comme je disais, c'est maintenant, nous demandons qu'aucun chef d'État africain ne soit tué comme l'a été tué Kadhafi. Qu'aucun chef d'État ne soit tué comme a été tué Sankara. Qu'aucun chef d'État ne soit déporté comme est déporté en ce moment même le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Et nous demandons que ce tort-là soit réparé, que le président soit libéré, par exemple, le président Gbagbo soit libéré. Nous pensons... Là, on attaque un dossier de justice sur lequel oui, non, nous ne pouvons pas nous prononcer, malheureusement, non, parce je parle qu'aujourd'hui, c'est la justice qui Bien aura sûr, le dernier mot. Je parle de l'idée de panafricanisme. il Regardez est- au Congo. oui, Une il est justice certain. africaine, une justice Regardez- panafricaine. Il faut qu'il y ait une justice africaine. Ça, À c'est Arusha, certain. Regardez Arusha, au on a Congo. des- Regardez le Congo. Oui. Ce continent riche, immensément riche, est maintenu dans cet état de paupérisation de par des guerres qui sont entretenues. Est-ce que vous pensez que toutes les puissances de l'ONU n'ont pas le pouvoir d'arrêter la guerre au Congo? Bien sûr que oui. Regardez, c'est cela. Il n'y a que la démocratie, comme disait le président Nkrumah, qui est prêt, selon la constitution ghanéenne, à céder la souveraineté du Ghana. Le Mali également. est prêt. Alors, vous voyez que Beaucoup de constitutions. oui. beaucoup de Oui, constitutions Je pense africaines. qu'il existe des institutions, une cour de justice africaine. Absolument. La question, c'est que souvent, nos institutions ne, N'ont pas de ne reflètent crédibilité. pas, et il n'y a pas la volonté politique. Oui. Parce que cette cour, elle a été créée, il faudrait une haute cour aussi, africaine, pour juger, s'il le faut, les chefs d'État africains. Donc, déporter, comme on l'a dit, des chefs d'État africains, c'est scandaleux. C'est une atteinte à la souveraineté des États africains. Et c'est vraiment honteux que des Africains acceptent ce genre de choses. D'accord. Un dernier mot avant que nous Oui, passions. juste pour revenir aussi sur ce que disait l'intervenant juste avant. Monsieur Diallo Layed. Oui, merci, excusez-moi. Oui. C'est vrai que les infrastructures sont importantes. On a besoin justement d'autoroutes qui relient toutes les capitales africaines, qui relient toutes les routes qui relient toutes les grandes villes africaines. On a besoin de ça, déjà, d'une pour évidemment le commerce, le business, comme il aimait le mettre en avant, mais aussi pour l'échange. Pour la vie pratique. Pour l'échange entre les hommes, pour que le Camerounais puisse partir au Congo facilement, pour que le Congolais puisse connaître les Tanzaniens, pour que les Tanzaniens puissent connaître les Soudanais, etc. On a absolument besoin de ces infrastructures. Merci beaucoup. Je vous remercie tous, que ce soit M. Willy Blah, le président du CRI panafricain, Conseil de la résistance ivoirienne et panafricaine, M. Kizerbo, qui est membre de la communauté africaine de culture et qui collabore à la revue Présence africaine, éditée par la maison d'édition du même nom. Historique. Oui. Et je rappelle que vous avez cet événement que vous allez organiser, Coexister, la clé du dialogue. Juste en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Voilà, nous organisons la première initiative pour l'éducation à la paix par le dialogue interculturel et interreligieux. Comme vous le savez, l'Afrique est frappée, vous voyez le Nigeria, par l'intégrisme religieux, le fanatisme, mais qui est aussi instrumentalisé de l'extérieur. Et nous disons qu'en Afrique, nous avons toujours reconnu le pluralisme religieux et interculturel. Et c'est une autre forme du panafricanisme. Ce sera à Cotonou du 26 au 28 mai. Merci beaucoup, M. Kizerbo, et merci également à M. Kwokam Kamtien, qui est auteur de ce livre, L'excellence noire, dont il parlait tout à l'heure. On n'a pas eu le temps d'aller au bout, mais merci pour cette publication, pour cet essai. C'est publié chez Kemwana, votre organisation, Voilà, kemwana.com. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Et merci à vous qui avez suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect. À bientôt.